À toutes et à tous, bienvenue sur AV12 Web, donc Face aux citoyens, une émission animée par moi-même. Et alors, on avait reçu Ahmed El Kannous pour annoncer les victoires, ou plutôt les résultats des élections régionales, fédérales et européennes. Aujourd'hui, on le reçoit un an après pour nous parler de son engagement en politique, de sa présence à la majorité à Molenbeek. Ahmed, salam alaikum, comment Alaikum vas-tu? salam. Merci d'abord pour l'invitation qui m'a été faite. C'est un plaisir de vous revoir et de pouvoir partager un moment ensemble. Ben écoute, on est très honoré de te recevoir comme à chaque fois. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, quelle est ta situation politiquement parlant? La situation, le mouvement citoyen que j'ai créé avec mes amis il y a quelques années, aujourd'hui est dans une majorité avec le PTB, le Parti Socialiste à Molenbeek. Nous possédons notre groupe, les Cheminots des Finances, mais aussi la présidence du CPS que j'occupe moi-même au moment où je vous parle. Ah ben intéressant, on va rentrer directement dans un sujet qui passionne les citoyens. Aujourd'hui, on a un gouvernement Arizona. Ce dernier va renvoyer plus de 150 000 personnes du chômage. Ils vont se retrouver entre tes mains, à toi, en tant que président du CPS à Molenbeek. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Plusieurs choses d'abord. D'abord, le chiffre qui est annoncé est un chiffre qui évolue en permanence. On nous a annoncé effectivement 100 000 chômeurs dans le premier temps. Puis tu viens d'évoquer un chiffre qui a été annoncé de 150 000. On estime que ce sera plus de 200 000, voire plus, de chômeurs qui seront exclus du chômage à partir du 1er janvier. D'ailleurs, il n'y a pas plus de 2 jours, vendredi, nous avons eu une annonce nous disant que les plus de 55 ans qui ont moins de 30 ans de travail, dont de nombreuses femmes, seront exclues à partir du 1er janvier. On estime qu'ils seront à peu près un peu moins de 50 000. Pour Molenbeek, nous avions un chiffre qui, dans un premier temps, était évalué. Et ce qui me choque, c'est qu'on n'arrive pas à voir le chiffre exact, mais il est en permanence évolution. Nous avons eu 2850 Molenbeekois qui seront exclus à partir du 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5500 Molenbeekois et on nous annonce encore certaines catégories parce qu'au fur et à mesure, on découvre qu'il y a des catégories qui seront touchées. Nous avons effectivement les chômeurs de plus de 20 ans, puis nous avons les chômeurs de moins de 25 ans, puis nous avons les malades de longue durée, puis maintenant on nous annonce que ceux qui ont plus de 50 ans mais qui n'ont pas 30 ans de carrière professionnelle seront touchés. Quand on sait qu'il y a de très nombreuses femmes, par exemple, qui ont dû interrompre leur carrière pour s'occuper de leur enfant suite à des maladies, ça fait énormément de personnes. Ce qui me choque, c'est pour ça que j'ai qualifié cette mesure d'inique, et que c'est une mesure vraiment idéologique de la part du gouvernement de l'Arizona, c'est que, pour un peu faire utiliser un langage imagé, lorsqu'on construit une maison, on commence par les fondations. Ici, on a décidé d'exclure les gens. Et puis, on se rend compte, au fur et à mesure que le temps passe, que les choses ne seront pas aussi simples. On n'a pas créé de structure pouvant accompagner, insérer tous ces futurs exclus sur le marché du travail. On a simplement dit qu'on va exclure les personnes. Puis, on se rend compte que finalement, le marché du travail à Bruxelles, en Wallonie, un peu moins en Flandre, ne pourra pas absorber le nombre de chômeurs qui seront exclus. Puis on se rend compte qu'il y a un gros problème entre la formation des gens et les besoins du marché du travail. Puis on se rend compte, mais on ne l'évoque pas, vous avez pu entendre l'ensemble des responsables politiques, entre autres du MR, personne ne parle de la discrimination à l'embauche à Bruxelles, alors qu'on sait que c'est un fléau. La seule chose qu'on nous a annoncé dans les mesures gouvernementales, c'est qu'on allait diminuer de 25% les moyens de UNIA. Et donc il y a comme ça toute une série de causes pour lesquelles les personnes, surtout d'origine étrangère, n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail, qu'on a occulté. D'ailleurs, pour vous dire un peu l'ampleur de l'ignorance, mais aussi du je m'en foutisme de certains décideurs politiques, il n'y a pas plus tard que quelques jours, au Parlement wallon, vous avez un ministre qui a osé dire, et d'ailleurs ça crée une polémique, qui a dit, vous savez, nous allons avoir à peu près un tiers des exclus qui vont trouver du travail, un tiers qui vont aller frapper à la porte du CPS, et un tiers qui vont disparaître de radar. Et là, vous avez le président de la commission des affaires économiques et de l'emploi, un abruti, parce que pour dire ça, il faut être un abruti, qui dit, ils iront travailler au noir. Est-ce qu'on se rend compte un peu du sens, de la responsabilité de ces élus qui prennent ce genre de décisions, qui vont mettre des centaines de milliers de nos concitoyens dans une misère certaine, parce qu'on sait tous que le marché du travail ne pourra pas absorber ces personnes. On sait tous que les CPS du Royaume ne pourront pas accueillir, accompagner, insérer ces gens-là. Parce qu'il y a aussi, je viens d'évoquer la question de la discrimination à l'embauche. Moi, je vous rappelle qu'en 2004, pour la première fois, le gouvernement, 2004, il y a 21 ans,
le gouvernement avait pour la première fois une série d'études pour essayer de quantifier la discrimination à l'embauche, alors que nous avions à l'époque 21% de chômage, 35% des personnes d'origine maghrébine étaient au chômage et 80% des personnes d'origine subsaharienne. Ce sont une étude très sérieuse qui a été faite par un professeur de la KUL, le professeur Martens, et un professeur de l'ULB, la professeure Nouria Wali. Aujourd'hui, nous sommes encore dans les mêmes proportions. Et malheureusement, ces mesures d'exclusion ne tiennent pas compte de cette réalité du marché du travail. Donc, inévitablement, il va y avoir une situation inédite en Belgique. On est en train de détricoter le tissu social. On est en train de détricoter ce fameux filet social qui a été construit pendant des décennies pour aider les gens les plus précarisés. En parlant d'aide des gens, justement, sur Molenbeek, il y a une association qui est connue qu'il y a presque 10 ans aujourd'hui, Molengeek. Molengeek avait des subventions qu'ils recevaient de Bruxelles Formation et depuis peu on apprend que Bruxelles Formation ne leur donnera plus de subventions, on coupe dans leur budget et par conséquent cette association depuis quasi 6 mois, en fait il ne se passe pas une semaine où il n'y a pas un tweet, où il n'y a pas un article, d'ailleurs récemment un article de Paris Match qui portait atteinte. Je suis favorable à Molengeek, donc je vais prendre leur défense, mais il y avait un article à charge de Paris Match qui avait interviewé Julie Foulon, oui, Julie Foulon qui autrefois était cofondatrice de Molengeek avec Ibrahim Ouassari. Qu'est-ce que tu penses justement d'associations comme Molengeek qui, elles, permettent justement des demandeurs d'emploi de se réinsérer, de se remettre au boulot? Aujourd'hui, ces associations perdent des budgets et elles ne pourront plus aider les travailleurs ou je vais être très les clair. chercheurs d'emploi. D'abord, Ibrahim Ouassari, je le connais personnellement, ce fut, il y a quelques décennies, un de mes jeunes à la maison de quartier Bonnevie. Et lorsqu'il est venu avec ses compagnons de route, appelons-les comme ça, qui ont créé Molengeek, je fus, en tant qu'échevin de l'emploi, le premier à les accompagner, à les aider, à trouver un lieu, c'était le centre d'entreprise. Je les ai aidés dans leur démarche pour se développer. D'ailleurs, j'ai été invité il y a quelques jours pour fêter les 10 ans et j'ai pu rencontrer tous ceux qui étaient là au début de l'aventure. Et il est clair que ce projet, qui est un projet innovant, alors je rappelle que ce sont des personnes qui avaient des entreprises qui fonctionnaient relativement bien sur le plan économique, qui avaient du personnel. Donc ce sont des gens qui avaient réussi dans leur vie, qui s'en sont sortis, dont des gens comme Brahim Ouassari, qui était un natif de Molenbeek, du Molenbeek historique. Donc il a décidé de consacrer son temps, son énergie et son argent, parce qu'au début, les premiers moments du projet, il faut savoir qu'ils n'avaient pas d'aide des pouvoirs publics, pour pouvoir partager leur parcours, leur expérience, leur réussite avec les jeunes des quartiers, parce qu'ils s'adressaient en premier temps, certes, aux Molenbeekois, mais de manière générale à tous les jeunes de Bruxelles, quelles que soient les origines des gens, etc. Donc c'était un beau projet. Et alors ce projet, évidemment, pour des raisons qu'on connaît, a pris de l'ampleur, s'est développé, a montré une certaine qualité, une expertise par rapport au domaine de la tech. Eh bien, évidemment, est-ce qu'il y a des erreurs? Je n'en doute pas. Celui qui ne fait pas d'erreur se jette la pierre. L'erreur est humaine. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Tout le monde peut se tromper. Mais néanmoins, c'est une réussite, ce projet. C'est un projet qui a permis à des dizaines, pour pas dire des centaines de jeunes de pouvoir apprendre et pouvoir s'insérer dans un domaine qu'ils affectionnaient particulièrement, celui de la tech, de la nouvelle technologie. Et puis, vous avez évidemment, malheureusement, des personnes que ça gêne. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas qu'on puisse être d'origine étrangère et réussir et porter des projets positifs. Et c'est ce qui explique, à mon avis, le fait qu'il y a ces attaques incessantes dans la presse. Et encore, il y a encore ce qu'on a pu lire ces derniers jours, c'est encore les plus sympathiques, parce qu'on va très loin dans les attaques, qui relèvent quasi de la calomnie. D'ailleurs, ouais, c'est intéressant parce que quand je regarde Julie Foulon, par exemple, elle s'en prend constamment à eux, mais elle s'en prend aussi à tous les hommes politiques de gauche et elle a un vrai problème avec l'immigration. Est-ce que toi... Mais ça, je ne dirais pas parce que moi, je connais personnellement Julie Foulon. Je suis très étonné d'ailleurs de son positionnement par rapport à Molengeek. Je trouve dommage qu'un problème relationnel qui s'est détérioré puisse arriver à aboutir à des attaques de cet ordre-là. Mais moi, je ne pense pas qu'elle a un problème avec les personnes d'origine étrangère. Mais néanmoins, je pense qu'il y a un problème relationnel qui prend des proportions qui ne devraient pas l'être normalement, alors que le projet est un projet positif. D'ailleurs, qu'elle-même, dans la deuxième vague, a porté aussi, et dont elle a vanté les mérites de la réussite. Et c'est ça qui est incompréhensible. Aujourd'hui, on dit que c'est un beau projet, qu'il faut le soutenir, et puis demain, quand on n'est plus dedans, on commence c'est un peu le comportement d'un pompier pyromane.
Absolument, ouais. Et de façon plus large, parce que Molenbeek, donc comment dire, il y a Molenbeek dans le milieu associatif, et aujourd'hui on a un nouveau problème à Molenbeek, c'est le nom Molenbeek au RWDM. On a comment dire, un nouvel actionnaire qui veut changer le nom de Molenbeek. C'est pas un nouvel actionnaire, hein, c'est Textor, c'est lui qui a racheté le matricule du ROEDM. On s'est exprimé au dernier conseil communal. Je crois que majorité opposition, tous les partis politiques ont pris une position unanime de soutenir justement le ROEDM, alors qu'on connaît un peu mon passif avec le ROEDM, avec l'histoire du White Star, qui est donc un rapport de force et dans un autre contexte. Mais ici, clairement, ces personnes qui aujourd'hui se mobilisent, ont fait vivre le ROEDM, ont nourri financièrement le ROEDM, ont fait les beaux jours, ont donné une âme populaire au ROEDM. Et donc aujourd'hui, vous avez un propriétaire américain. Alors je rappelle que la fortune de Textor, elle est estimée à plus de 7 milliards de dollars, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il paraîtrait qu'il fait la partie de la bande de Trump. Donc ça dit un peu le profil du personnage. Ne souhaite plus garder le nom de Molenbeek, parce que Molenbeek, effectivement, sur le plan économique, d'après lui, n'est pas vendeur, ternit l'image de son club. Et donc dans une optique économique, c'est-à-dire pouvoir valoriser son club, il souhaiterait, d'ailleurs, il a déjà entamé des démarches, que le club change de nom, il s'appelle le Dering. Donc le Dering, c'est un matricule qui remonte à il y a des décennies, et donc il souhaiterait pouvoir, sans concertation ni avec la commune, parce qu'il faut savoir qu'il est lié par la commune par une convention, et dans la convention, il est clairement indiqué que tout changement doit passer par l'autorisation de la commune. Il ne peut pas changer l'identité du club, parce que c'est une des conditions sine qua non qui est reprise dans la convention, mais au minimum se concerter avec ceux qui font vivre le club, c'est-à-dire les supporters, ce qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est tout simplement inadmissible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une espèce d'union sacrée autour des 4 lettres du ROEDM pour soutenir le maintien de ce nom. En parlant d'Américains, ces jours-ci, depuis hier soir, on a découvert que les États-Unis ont bombardé l'Iran, notamment, je crois que c'est Natanz, Téhéran et Fordo. Qu'est-ce que tu penses justement du contexte international, notamment avec l'implication des États-Unis dans le conflit ou dans la guerre opposant l'Iran à Israël? Je crois d'abord qu'on ne peut pas avoir de doute sur la position qui doit être la nôtre. Aujourd'hui, les États-Unis ont une fois de plus tourné le dos aux règles internationales. Ils ont bafoué le droit international. Ils ont attaqué un pays souverain sans aucune raison, comme l'a fait d'ailleurs Israël. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Iran est le pays qui a été agressé par les Israéliens qui ont aujourd'hui un statut international de pays génocidaire. Je rappelle qu'ils sont en train de commettre un génocide à Gaza. Et donc, vous avez, hier soir, ou il y a quelques heures, vous avez les États-Unis qui ont rejoint Israël dans l'agression contre l'Iran. Ça, on doit être clair, parce qu'on ne peut pas avoir une posture en dénonçant l'attaque de l'Ukraine par la Russie et une posture contraire quand c'est l'Iran qui est attaqué. Aujourd'hui, le droit international est bafoué. Il faut que les choses soient dites. Ce qui me choque le plus, ce sont les leaders de notre démocratie, dont ici en Belgique, je n'ai pas entendu une seule voix s'élever pour condamner l'agression de l'Iran. D'ailleurs, juste avant ça, je n'ai pas entendu une seule voix condamner Israël par rapport au génocide qu'ils sont en train de commettre à Gaza. Et donc aujourd'hui, on est dans un estompement du droit international, on est dans la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, celui qui possède le plus de puissance militaire. Donc demain, il ne faudra pas s'étonner si on voit la première puissance mondiale économique et militaire qu'est la Chine, demain commencer à fonctionner comme un État impérialiste, envahir ses voisins comme Taïwan ou comme d'autres pays voisins. Et donc aujourd'hui, les Américains ont montré la voie de l'anarchie, la voie de la loi du plus fort, comme le fait depuis un certain temps Israël d'ailleurs. Et que dis-tu du jeu de langage américain ou israélien quand ils disent que Israël n'avait pas le choix et qu'elle devait faire ses frappes préventives en Iran? Mais il faudra d'abord rappeler qu'en droit international, une guerre préventive, ça n'existe pas. On fait la guerre ou on ne la fait pas. Si vous lisez tous les manuels de droit international, ce qui a été qualifié d'attaque préventive, c'est totalement illégal, ça n'existe pas. On attaque, on déclenche la guerre, on devient l'agresseur. Et donc, on devient celui qui doit rendre des comptes normalement au niveau international. Mais ici, visiblement, ça ne choque personne qu'on modifie pas seulement le vocabulaire, mais aussi la manière dont on agresse un pays souverain. On qualifie cela d'une attaque préventive. Alors, je rappelle que l'agresseur qu'est Israël
a transgressé le droit international à maintes et maintes reprises, que ce soit par rapport à la Palestine, mais aussi puisque c'est le sujet d'actualité qui est la détention de l'arme nucléaire, parce que soi-disant, on a peur que l'Iran demain... Il faut savoir que Israël possède plusieurs dizaines de missiles nucléaires et d'ogives nucléaires. C'est le pays qui n'a pas traité qui n'a pas signé le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, mais qui aujourd'hui attaque un pays qui, lui, veut se doter du nucléaire civil, parce qu'on n'a aucune preuve qui démontre que l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire. Par contre, l'agresseur, lui, possède l'arme nucléaire. Et là, visiblement, ça ne choque personne. Alors, je pense à un député fédéral que tu m'as demandé un jour, tu m'as dit « Invite tel député fédéral, j'aimerais débattre face à lui ». Je lui ai proposé, ça a été négatif. Tu peux citer son nom, hein? Oui, mais juste avant de le citer, lui qui dit que Israël, en fait, se bat pour nous, les pays démocratiques européens et occidentaux. Que dis-tu à ce personnage? Ce personnage est un homme, ça a déjà été dit par d'autres débatteurs, entre autres, ce personnage est un homme dangereux. C'est un homme dangereux parce qu'il, non seulement il fait le lit du racisme, à travers des sorties en stigmatisant certaines minorités, mais en plus, il se réjouit que des civils ont été tués au Liban. Je rappelle que lorsque Israël a attaqué le Hezbollah en truquant, en mettant des bombes, des explosifs dans les beepers, il y a eu des centaines de victimes civiles, dont de nombreuses femmes et enfants. C'est le seul élu politique en Belgique qui s'est réjoui en faisant l'apologie de la manière dont ça a été réalisé, de la prouesse technologique dont ça a été réalisé. On l'entend aussi dire, tu as rappelé sa fameuse formule par rapport à l'Iran. Il y a 2-3 jours, il s'est exprimé devant des manifestants qui dénonçaient son silence complice, voire son soutien à Israël. Il disait oui, ils font la guerre pour nous. Donc il cautionne un acte illégal sur le plan international. Donc on s'interroge exactement sur quel jeu il joue exactement. C'est du populisme, c'est de la démagogie, et malheureusement, comme j'ai dit, il fait le lit du racisme en stigmatisant les minorités, mais aussi en s'attaquant aux plus défavorisés. En faisant derrière chaque personne qui bénéficie d'une aide sociale, il y a un profiteur. On a très bien compris dans quel camp il est. Absolument. Et d'ailleurs, ce personnage dont on parle, c'est Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher, récemment, il a fait une interpellation au Parlement fédéral. Justement, il parlait du retour de l'imam Mohamed Toujgani qui est revenu à Molenbeek. Alors, dans les reproches qu'il lui fait, d'ailleurs, il y a un article assez long qui a été écrit par Sudinfo, où il reproche à ce dernier d'avoir eu un discours en 2009 où il faisait une invocation appelée à brûler les sionistes, et il dit également qu'il a un discours discriminatoire à l'égard d'autres communautés musulmanes ou non. Que penses-tu justement de cette attaque de Georges-Louis Boucher, toi qui as une posture très souvent légaliste? Que penses-tu de la situation de l'imam Mohamed Toujgani? D'abord, rappeler que je suis le premier responsable politique à avoir dénoncé sa mesure d'exclusion ou d'expulsion à l'époque, parce qu'il avait été victime, il faut le rappeler, pas d'une décision judiciaire, mais d'un acte administratif, ce que j'avais appelé moi une justice d'exception, et que parmi une longue liste de 40 imams, il en faisait partie. Et puis, quelques jours plus tard, s'est exprimé le ministre de la Justice, le ministre Van Quickenborne, pour dire non, il n'y a pas 40 imams, il y a 50 imams qui sont ciblés. Et donc, on voit comment la manière dont les choses se sont déroulées, lorsqu'on voit qu'on a mis en place une cabale qui a été montée de toutes pièces, en disant effectivement on a repris une invocation religieuse qui n'a jamais visé les juifs, contrairement à ce qui a été raconté. Vous imaginez bien que je n'aurais jamais défendu qui que ce soit qui appelle à brûler les juifs. Au contraire, je l'aurais condamné, et j'aurais même invité la justice à le poursuivre. D'ailleurs, c'est un acte illégal. Je rappelle que l'antisémitisme ou le racisme ou l'islamophobie, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits qui sont punissables par la loi. C'est important de le rappeler. Et donc, à l'époque, effectivement, mais là, il faut rappeler que ça s'est passé en 2009. L'expulsion, elle a eu lieu en 2021, donc on s'interroge sur le momentum, 12 ans après. Qu'est-ce qui explique que subitement... il faut savoir qu'au même moment, il y avait un débat sur la régionalisation de l'islam. On voulait scinder l'exécutif des musulmans de Belgique avec un exécutif flamand, un exécutif wallon et un exécutif bruxellois. Et donc ça a provoqué des remous au sein même de la communauté musulmane. Il y a eu des rivalités, des gens qui étaient proches du CDNV en Flandre, de la NVA, qui ont aussi participé à cette cabale contre l'imam Toujgani. Et donc lorsque la justice s'est prononcée pour lui octroyer une nationalité belge, et d'ailleurs qui a balayé d'un revers de la main le rapport de la sûreté de l'État,
il faut voir les propos du juge, qui n'ont pas été tendres avec la sûreté de l'État par rapport au fait que c'était un ramassis d'anecdotes, d'histoires de comptoirs de café qui étaient utilisés pour discréditer quelqu'un qu'on voulait simplement faire taire et parce qu'à l'époque, il était bloqué au Maroc suite à la pandémie, il faut le rappeler. Du Covid. Ouais, du Covid. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le parquet va en appel, ce qui est quelque chose qui arrive régulièrement. Le parquet va en appel, mais entre-temps, vous avez Sami Madi qui signe un arrêté administratif avec une interdiction de territoire de 10 ans. Cette méthode est tout simplement inadmissible. Inadmissible pourquoi? Parce que dans la tête de certains décideurs, de certains pseudo-politiciens, on estime que certains citoyens sont des citoyens de seconde zone. Moi, je suis désolé, quand quelqu'un commet un délit, quand quelqu'un franchit la ligne rouge, c'est à la justice de se prononcer. Ce n'est pas aux hommes politiques. Et d'ailleurs, on le voit bien, après une deuxième tentative, il a eu gain de cause une première fois. L'État belge a été en appel. Ils ont été renvoyés à leurs chères études. Le juge a de nouveau donné raison à l'imam Tousgani. Et puis en cassation, troisième bras de fer, la justice donne raison à l'imam Tousgani. On lui octroie la nationalité belge. Pourquoi est-ce que la justice lui a donné raison? Parce que tout simplement, ils se sont rendus compte que le dossier qui a été monté de toutes pièces est un dossier bidon, qui était creux. Alors, il faut savoir que le comité R, je vous invite d'ailleurs tous les gens qui vous suivent, à aller sur le site du comité R, il y a une étude très sérieuse qui a été faite. Le comité R, c'est le service de contrôle des services de renseignement. Exactement. Ouais. C'est un peu l'équivalent du comité P, mais pour les services. Exactement, qui ont étudié la manière dont le rapport a été monté pour discréditer l'imam Tousgani, et je vous assure, il est cinglant. Il est cinglant et il détricote totalement ce rapport. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, depuis quand est-ce qu'un homme politique peut contester une décision de justice? Depuis quand est-ce que M. Boucher peut se permettre d'attaquer la justice? Lui et d'autres d'ailleurs. Hein. Depuis quand est-ce qu'on peut remettre en question la séparation des pouvoirs? Je rappelle qu'il y a un pouvoir législatif, mais qu'il y a un pouvoir judiciaire. Il est totalement indépendant et le politique n'a pas à s'insérer ou à s'immiscer dans des décisions de justice. Ça, c'est un premier élément. Alors, on entend beaucoup certains responsables politiques dire « oui, mais ils ne parlent même pas le français ». C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un problème. Et moi, je défends le fait que lorsque vous arrivez dans notre pays qu'est la Belgique, la première chose à faire, c'est d'apprendre le français ou le néerlandais. Mais je vous invite à lire les propositions faites par pour constituer le gouvernement régional, parce que c'est une matière régionalisée. Hein. L'apprentissage, donc l'apprentissage des langues étrangères pour les primo-arrivants, ça relève de la région. Et on voit bien qu'ils veulent diminuer les moyens de tout le secteur qui s'occupe d'accueillir, d'accompagner. Ahmed, je vais me permettre de parler en tant que jeune musulman. En tant que jeune musulman, surtout avec le contexte actuel, notamment au Proche-Orient, moi j'ai deux inquiétudes par rapport au retour de l'imam Tousgani. Le premier, c'est que comme beaucoup de jeunes, on ne retourne plus dans les lieux de culte parce que la langue qui est parlée très souvent, bon aujourd'hui ça a un peu changé dans certains nombres de lieux de culte, mais on parle principalement l'arabe et ensuite on a la deuxième langue qui est le français. Donc moi quand j'entends un imam qui me parle dans un dialecte, moi je suis rifin par exemple, ben, le gars il me parle en rifin et je comprends pas, enfin il me parle en arabe pardon, et je comprends pas forcément l'arabe. Ben, moi j'ai déjà un premier problème. Le deuxième problème que je peux avoir, c'est dans le contexte occidental dans lequel on vit pas dans les pays majoritairement musulmans qui seraient d'une seule tendance, sunnite, chiite pour l'Iran par exemple, ben parfois, le fait qu'il y ait des stigmatisations entre les deux communautés, ben, ça me pose problème parce qu'au final, l'islamophobie, elle est la même. Aujourd'hui, quand une femme voilée est ciblée par des actes islamophobes, on s'en fout qu'elle soit sunnite ou chiite. Et donc, quand on entend certains reproches qui sont faits à l'imam Tousgani, notamment par rapport à cette question sunnite-chiite, bah, je m'inquiète, je me dis, écoute, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que cet homme qui a fait la fierté des musulmans bruxellois, et je me souviens de certaines nuits du Ramadan à la mosquée Al-Khalil, où les gens se mobilisaient en nombre pour aller prier derrière lui, bah, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment est-ce qu'on comprend son retour ? Deux choses d'abord importantes. L'adaptation du discours religieux à la réalité de la sociologie du pays où on vit, je crois que c'est important, je crois que c'est fondamental que les imams ou les curés dans les églises d'ailleurs, ou quelle que soit la religion, puissent parler la langue des personnes qui fréquentent les lieux de culte. Moi, je trouve que c'est fondamental. Et donc l'histoire des langues, moi je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive dans un pays d'accueil, ici, en l'occurrence, notre pays qui est la Belgique, bah oui, vous devez faire un effort pour apprendre le français ou le néerlandais. Moi, je crois que là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir.
Moi, je pense, d'ailleurs, c'est une de mes priorités. Tout à l'heure, on me posait la question sur le CPS. Pour s'insérer sur le marché du travail, vous devez apprendre les langues. Donc, c'est une de nos priorités de cette législature, c'est de mettre des outils en place pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre une des 2 langues nationales, et ça devient une obligation. C'est plus une invitation, ce sera une obligation. Deuxièmement, toute forme de racisme, de stigmatisation, que ce soit intra-religieux, entre les religions, que ce soit vis-à-vis d'une autre minorité, les juifs, les homosexuels, les chrétiens, la liste est très longue, hein, est tout simplement inadmissible et doit être condamné avec force. Et ça, je pense que tous ceux qui ont, à un moment donné, joué dans ce jeu de monter au sein même de la communauté musulmane, parce que ça s'est passé il y a quelques décennies, une quinzaine, une vingtaine d'années, ça a été très à la mode de s'en prendre mutuellement les uns aux autres en disant oui, vous êtes musulmans, vous n'êtes pas musulmans, c'est tout simplement inadmissible. Et je pense le cas aujourd'hui avec ce qui se passe en Iran. Moi, je ne le ressens plus énormément comme peut-être sur les réseaux sociaux, certains groupes, etc. Mais dans les mosquées, moi, je suis désolé, je ne l'ai plus entendu depuis très longtemps, ce genre de... Parce qu'aujourd'hui, la réalité est celle que je te décrivais, c'est-à-dire qu'énormément de jeunes ont quitté les lieux de culte, parce que j'ai la chance de représenter un lieu de culte dans une plateforme interconvictionnelle, à Anderlecht principalement, et... là-bas, en fait, quand je suis confronté à la communauté juive et chrétienne, ils te font le même constat que les musulmans. Les jeunes ne viennent plus chez nous. Et donc, ces jeunes-là, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, et principalement TikTok. Oui, c'est extrêmement néfaste. Hein. Moi, les réseaux sociaux, ce que j'appelle moi cher Google, c'est très dangereux, évidemment, parce que on se retrouve avec n'importe qui peut professer sur les réseaux sociaux et n'importe quoi surtout. Et ça, c'est dangereux surtout. Vous savez, le principe du verre vide, lorsque vous avez des gens qui n'ont pas de connaissances ou de bagages ou ne fût-ce que l'esprit critique pour prendre le recul nécessaire et puis comparer ce qui est comparable, effectivement, on peut, d'ailleurs, on l'a vécu avec Daesh, avec tous ces groupes inféodés à Daesh, on a vu les dégâts qu'ils ont fait avec une certaine jeunesse. Et là, ça nous invite à la grande vigilance et surtout à la fermeté. Moi, je crois qu'on ne peut pas simplement dire « Oh, c'est dommage ». Non, lorsqu'il y a des actes ou des propos racistes, quels qu'ils soient, quelle que soit la minorité visée, on doit les condamner avec force et on doit se serrer les coudes pour les dénoncer. On ne peut plus se permettre... Vous savez, Bruxelles ou la Belgique, mais Bruxelles en particulier, c'est 185 nationalités. Ce sont un certain nombre de pratiques ou de ville cosmopolite ou de non-pratiques religieuses. Donc on doit se respecter. Et la base du socle de nos valeurs, c'est celui de notre pays, la Constitution, nos lois. Et donc on a intérêt, et chacun doit faire un effort de son côté pour faire en sorte que le respect soit mutuel. Et on ne peut pas tergiverser. Lorsqu'il y a la ligne rouge qui est approchée ou franchie, il faut le dénoncer avec force. Alors, en parlant de dénonciation avec force, et c'est vraiment la dernière question que j'ai envie de te poser, Fabian, qui décède à Bruxelles, il décède sous les roues d'une voiture de la zone ouest qui comprend Molenbeek également. Y a-t-il des violences policières dans les commissariats de police à Molenbeek? Je vais essayer d'apporter un éclairage. Enfin, vous savez, je ne suis pas un adepte de la langue de bois. Moi, je pense qu'il y a un racisme systémique dans la police. Contrairement à ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, le racisme systémique existe. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, on a eu les incidents de la descente de l'Alès. On se rappelle très bien, ce sont des policiers qui étaient, c'est pas très clair, en congé, qui ont été s'amuser, puis qui s'en sont pris à des jeunes qui fréquentaient une école molenbeekoise avec des violences très graves, et même entre eux, et quand je dis entre eux, par rapport à d'autres agents, des inspecteurs de la zone qui ont dû intervenir du côté de la Lesse. Et donc il s'avère qu'au même moment, moi j'ai été interpellé par des responsables de la police qui ont participé dans notre zone à une réunion où des propos très graves ont été tenus par des responsables en parlant de leurs collègues d'origine étrangère, de Bougnoul. Donc pour moi, lorsqu'on se permet de tenir ce genre de propos, et ce n'est pas des accusations que j'ai, ça a été étayé par des échanges de mails auxquels j'ai pu avoir accès. Et donc il y a comme ça, dans certains services de police, des groupes ou des équipes qui sont couverts par une certaine hiérarchie, et donc il peut y avoir des dérives. J'ai des témoignages de jeunes qui sont interpellés lors de contrôles, qu'on frappe lorsqu'il n'y a pas de caméra, pour montrer sa force, pour montrer sa puissance, pour montrer son autorité. C'est tout simplement inadmissible. Et donc il va falloir à un moment donné qu'on soit relativement ferme. Il y a, comme je l'ai dit pour la descente de la Lesse, des poissons pourris.
Et ces poissons pourris, si on les laisse, ils vont contaminer l'ensemble. Donc il faut les sanctionner et ils n'ont pas leur place dans la police. Je tiens à dire aussi que ça reste une minorité. La grande majorité de nos forces de l'ordre font très bien leur travail. Et ils sont tous les jours là pour nous aider, pour nous protéger et pour intervenir quand la situation le nécessite. Et donc, justement, ils doivent pouvoir eux-mêmes, au sein de la police, faire le ménage, mettre de l'ordre. Et ça, c'est de la responsabilité de la hiérarchie. C'est aussi responsable de la responsabilité du politique. Moi, je suis très inquiet quand j'entends le ministre de l'Intérieur dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il y a des problèmes. Et les policiers d'origine étrangère, les policiers qui sont issus de la diversité, relaient régulièrement des dérives dans certaines zones de police. Et on ne peut pas accepter ça. Et là, il faut réagir vite avant que les choses ne dégénèrent. Par rapport à Fabien, moi, je pense qu'il faut laisser d'abord la justice se prononcer. Je n'ai pas du tout apprécié l'avocat de Fabien, qui est un grand avocat, qui a essayé de nous faire comprendre que lorsqu'on reçoit un ordre d'un policier, on doit l'obéir évidemment. Mais quand vous avez un enfant de 11 ans qui panique, on ne le poursuit pas avec un véhicule dans un parc glissant, avec les risques d'accidents qu'on connaît et qui malheureusement ont amené à la mort du petit Fabien, paix à son âme. Bah écoute Ahmed, je te remercie pour cette interview. Merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Et puis je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici. Passez une excellente soirée. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le parcours en politique d'Ahmed El-Kanous, abonnez-vous à sa chaîne TikTok également. À très bientôt. C'était Koumel. Merci pour votre invitation. Ça raconte.